Et ben c'est parti pour ce nouveau live Instagram du mois de juillet. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Ah ben voilà, ça fonctionne. Bon écoutez, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce live Instagram dédié à nos coffrets du mois de juillet. Je suis très heureux de vous retrouver évidemment pour à l'aube de ces vacances. Peut-être que vous êtes déjà en vacances, c'est pour ça que j'espère aussi qu'on aura pas mal de monde qui vont profiter de cet instant pour prendre l'apéritif, pour surtout évidemment profiter de ce moment un petit peu détente et salut Fred, de profiter un petit peu de tous ces moments de décontraction. J'espère que vous avez d'abord un bel été, il fait chaud mais bon, on va pas se plaindre, hein. L'année dernière c'était vraiment beaucoup moins intéressant évidemment d'un point de vue climatique, même si les vignons chauds, même si vous avez eu chaud un petit peu ces dernières semaines, on peut quand même aujourd'hui se réjouir de cet été qui est quand même assez clément et qui nous permet évidemment peut-être de prendre des couleurs, de se reposer et de préparer la fin d'année avec sérénité. Alors je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs choses que je voudrais partager avec vous avant de débuter un petit peu la présentation de ces vins dans ces coffrets. Il y a plusieurs actualités importantes dans Chef-d'œuvre. La première, elle est assez importante, elle est même majeure pour nous. Bien c'est que Chef-d'œuvre a fêté en ce mois de juillet ses 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, le 19 juillet 2012, jour pour jour, on lançait la soirée, autour d'une soirée, le club de chef-d'œuvre. Et donc, d'un point de vue émotionnel, c'était vraiment quelque chose de fort ce mois de juillet pour nous, puisque évidemment, ça fait 10 ans que je vous présente ces coffrets, ça fait 10 ans que ce modèle de partage, je dirais, de transmission de l'information et c'est 10 ans que en fait j'aime partager évidemment ces coups de cœur chaque mois avec différents plaisirs, différents coffrets, différents prix. Je rappelle que les fondations de chef-d'œuvre, c'est vraiment l'idée de dépasser la notion de service pour celle du partage. J'ai été chef sommelier dans un bel établissement, aujourd'hui je suis fier de stimuler une communauté de 16 000 passionnés comme ça qui nous suivent et qui nous permettent, qui nous nourrissent évidemment de tout leur retour avec évidemment ces échanges absolument merveilleux autour du vin. Et donc pour ces 10 ans évidemment, on va évidemment célébrer ça en fin d'année comme il faut, mais je voulais évidemment vous remercier toutes les personnes qui nous suivent. Je remercie évidemment toute la filière viticole, les grands viticulteurs, les grands domaines, les jeunes domaines également, et tous ceux qu'on a été évidemment fiers de présenter à leur début, qui sont pour certains aujourd'hui de véritables locomotives pour leurs appellations. Donc tout ça est un vrai plaisir et on vous remerciera jamais assez d'avoir été voilà à nos côtés et vous bien sûr nos clients parmi pour cette dimension un petit peu humaine que nous apporte évidemment ce club d'amateurs de vin qui est Chef-d'œuvre. Alors, pas pour évidemment surfer un petit peu sur l'actualité, je voulais évidemment témoigner de l'actualité des événements de chef-d'œuvre qui vont arriver au mois d'août et arriver à la rentrée, puisque je suis aussi, pendant qu'on profite de cet instant de calme, estival, pour présenter un petit peu ce qu'on a imaginé pour vous. La première, c'est à noter ces deux dates, le 29 et 30 août. Pour ceux qui n'ont pas encore idée de ce qu'est chef-d'œuvre, eh bien c'est un stimulateur de passion chef-d'œuvre, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Eh bien le 29 et 30 août, vous aurez ici au 55 rue de Châteaudun chez Chef-d'œuvre un chef-d'œuvre lab. Le chef-d'œuvre lab, c'est 20 €, 33 vins à déguster. Vous pouvez venir de 11 h à 20 h quand vous voulez, avec un maximum de choses, différents types de vins, différents types de prix, et bien sûr des coups de cœur, beaucoup de choses à vous raconter. Toute l'équipe sera là pour vous présenter un petit peu tout cela. Et l'idée de ce chef-d'œuvre lab, c'est pas juste d'organiser une dégustation comme ça, c'est de vous permettre de comprendre un petit peu ce que vous aimez et pourquoi vous l'aimez. Parce que je crois que le plus important évidemment dans tout ça, dans tout ce schéma en tout cas, qui est chef-d'œuvre, bien c'est le plus important, c'est de savoir de comprendre vraiment ce que l'on aime et de savoir dire pourquoi on aime quelque chose. Et donc cet atelier de dégustation sur 2 jours va évidemment vous permettre de pouvoir goûter un maximum de choses et surtout, je l'espère, de prendre un maximum de plaisir. Vous pourrez évidemment aussi commander les vins que vous avez aimés. On rembourse même les 20 € du prix de l'entrée si vous prenez des vins. Bref, c'est ça, chef-d'œuvre, c'est évidemment une stimulation et c'est surtout l'idée de partager. Deuxième date à me prendre un petit peu en compte. Normalement, on est en train de mettre ça au point avec l'équipe, mais le 12 septembre, on fera une très belle soirée avec une grande vigneronne d'Australie qui va venir nous rendre visite. Et donc l'idée, ce sera de la rencontrer ici. Pareil, au 55 rue de Châteaudun, le même format que les soirées habituelles, avec évidemment pas mal d'émotions, mais surtout des très grands vins. Je vous donnerai évidemment ça au mois d'août, les petits détails. On est encore en juillet, c'est encore un petit peu tôt. L'idée, c'est vraiment que vous ayez comme ça un petit peu à la bouche. Et puis on repartira également sur le cycle des masterclass qui vont repartir tambour battant avec évidemment 2 dates prévues comme d'habitude au mois de septembre.
En attendant, il est l'heure maintenant de passer à la phase plaisir de ce live Instagram dédié au vin des coffrets. Donc on passe une petite heure ensemble. L'idée c'est bien entendu que je vous donne les clés pour comprendre un petit peu la sélection de ce mois de juillet. Là vous avez devant vous les 3 premières bouteilles qui sont celles du coffret En route vers les étoiles, mais il y en aura bien sûr d'autres, notamment le coffret découverte, Absolument rouge 2 bouteilles, le coffret terroir de légende également. Bref, on va parler un petit peu de tout ça. Je vais déguster les vins en même temps que vous, je vais les commenter, je vais vous donner à peu près toutes les clés. Et je vais surtout vous expliquer pourquoi je les ai achetés, parce que ces vins, c'est évidemment, comme tous les vins depuis la création de ces coffrets, des coups de cœur, des instants de consommation différents, et aussi peut-être, et c'est là le plus important, une manière pour les amateurs que vous êtes d'aller un petit peu plus loin dans la culture des vins. Alors, premier coup de cœur, et là j'aimerais évidemment saluer d'abord une région en pleine expansion, la Loire. On va commencer avec le coup de cœur que vous avez ici, qui est le château Thébault de la famille Lieubeau en Muscadet. Qui évidemment nous a fait vraiment flancher. Ça c'est vraiment un vrai coup de cœur, peut-être un des plus beaux de Loire de ce début d'année, puisque évidemment dans la Loire vous avez les appellations motrices, on va dire Savenière, Vouvray, et toutes ces grandes appellations que sont évidemment celles du Berry, Sancerre, Pouilly-Fumé, etc. Dans le Muscadet, on en parle un petit peu moins, évidemment, même s'il y a des très très bons auteurs. On saluera évidemment au passage notre ami Jérôme Bretaudeau et bien sûr les acteurs un peu plus historiques comme Jules Landron et autres, la famille également, les autres grands viticulteurs, évidemment, on pense à eux. Mais je voulais évidemment souligner le plaisir ici de cette bouteille, de cette dégustation qui avait d'abord été un petit peu un coup de cœur de Mathieu et Théo qui avait découvert cette propriété lors d'une grande dégustation à Paris, et pour laquelle en fait je suis allé jusqu'au bout on va dire d'essai, avec là une vraie rencontre charnelle, tactile autour du melon de Bourgogne, une vraie expression de muscadet, je pense, comme on doit les connaître, comme on doit apprendre à les connaître un petit peu plus, parce que de cette manière on a entre guillemets aujourd'hui le prisme d'un très grand vin qui est bien entendu, là vous allez voir en la dégustation pour ceux qui auront la bouteille à la maison, de quelque chose de très chouette, mais aussi le prisme d'un grand vin d'évolution. Et c'est aussi ce que je voudrais souligner dans cette vidéo, c'est vous prendre par la main pour vous inviter à réfléchir à la dimension que prennent ces vins quand on a la chance de pouvoir les attendre un petit peu. Dieu sait si les prix sont raisonnables, si la viticulture est superbe aujourd'hui dans ce secteur, si aujourd'hui aussi évidemment ces vins-là tiennent très bien. Et je pourrais témoigner évidemment au fur et à mesure de cette vidéo pour vous dire que les grands muscadets à l'évolution, eh bien, ça fait partie des caves de collectionneurs, des caves d'amateurs. Et il m'arrivait souvent d'en servir quand j'étais chez Taïwan avec des vieux millésimes de certains grands domaines. Donc, il faut avoir en tête évidemment que le muscadet, c'est pas juste le petit coup de blanc sympathique, un peu marin et iodé pour les huîtres. C'est aussi des fois de magnifiques surprises sur les courbes d'évolution qui nous apprend évidemment que ce qui fait un grand vin, c'est pas juste l'équilibre frais et un peu sapide d'un cépage, c'est bien sûr le socle géologique. Et on va se pencher évidemment sur cette histoire avec ce vin ici qui rend hommage un petit peu au cru de Goulaine dans les terroirs du muscadet. Alors évidemment, quand on parle du muscadet, on parle évidemment des grands blancs. Des grands blancs, on les pense souvent jeunes, mais là vous allez voir, c'est un 2018 qu'on va déguster. Moi j'aime les 36 mois sur lit qu'a fait ce vin, et ben ça va vous expliquer un petit peu quelle est d'abord, quelle est la dimension tactile générée par ces 36 mois d'élevage, et ça nous amènera aussi à réfléchir à est-ce qu'on pourrait pas aussi améliorer avec des élevages un peu plus prononcés certains messages de Loire, comme les grands chenins ou les grands sauvignons, des fois aussi qui mériteraient peut-être des fois un petit peu plus de temps sur lit pour être un peu plus complexe et aller, on va dire, chercher un peu plus de profondeur. Malheureusement, le marché dans ces appellations qui sont un petit peu trop connues, eh bien, est très tendu et donc il n'y a pas assez de vin et on fait souvent des sacrifices de temps. Là, cette appellation, moi, je trouve qu'elle nous ramène en fait à ce que devraient être les grands vins en général, c'est-à-dire des vins où on prend son temps. Et de cette manière, c'est une invitation à la réflexion aussi de vous faire découvrir cette bouteille et de vous la présenter aujourd'hui. Alors, on parle bien sûr de cette propriété, une belle propriété en surface, qui opère sur différents secteurs. Je vous inviterai à vous plonger un petit peu dans la fiche qui est très détaillée sur le site de Chef d'œuvre, mais qui va vous permettre de présenter un petit peu l'histoire, la famille. Ce sont aujourd'hui les enfants de la famille Lieubeau qui sont à la tête de cette propriété. Une propriété évidemment où on met les petits plats dans les grands, viticulture menée en bio évidemment. Là on va vraiment aller chercher l'essence, on va dire, de ces terroirs du muscadet, avec ici un socle géologique de granit qui va apporter un petit peu, vous allez voir, une dimension tactile qui va ne pas être sans rappeler certaines nuances granitiques de la vallée du Rhône septentrionale. Vous allez voir, c'est assez intéressant, mais surtout avec un blanc qui est extrêmement savoureux, vraiment très très beau à découvrir sur ce millésime 2018. Vous allez pouvoir vous en rendre compte. Pour témoigner un petit peu d'abord sur de l'évolution des vins dans le muscadet, pendant que j'ouvre cette bouteille et que je la commente, j'aimerais
vous dire que à partir du moment où on a un peu concentré les messages, où on a des vrais élevages sur lit, ce qui va se passer dans une bouteille de muscadet, c'est qu'on va on va épauler un petit peu au départ l'étoffe, on va donner un petit peu de concentration et de volume en fait à ces plaisirs ligériens, ce que je trouve vraiment chouette. Et c'est que avec évidemment les années qui passent, le phénomène de minéralisation va apporter une structure et une forme de sapidité différente, avec une ouverture aromatique vraiment sur l'encaustique, sur le miel, sur des petites choses comme ça qui vont apporter beaucoup de profondeur à ces grands vins du muscadet. Et donc, si vous avez la chance d'aller à la propriété, j'ai des amis qui y sont allés et qui peuvent témoigner, j'ai prévu d'y aller pour ma part cet été, eh bien sachez qu'ils servent aussi des vieux millésimes qui sont évidemment les témoins de la grandeur de ces territoires à l'évolution. Et là, il faut bien sûr avoir en tête ce que ça coûte, parce que là on parle d'une bouteille à 17 €, donc avoir des grands vins d'évolution qui peuvent tenir 10 ou 15 ans dans une bonne cave à 17 €, c'est pas la promesse de toutes les appellations, et donc je voulais évidemment parler un petit peu de cette singularité. Là vous allez pouvoir déguster 2018 sur voilà, on va dire la grande cuvée, celle qui incarne un petit peu, on va dire, la plus grande profondeur, le terroir le plus soigné, et puis sur peut-être le terroir le plus inspirant, mais il y a aussi d'autres vins dans la gamme qui m'ont bien marqué lors de cette dégustation, et je voulais évidemment partager ce coup de cœur avec vous. Alors, si on parle un petit peu maintenant de ce vin, eh bien, sachez que c'est bien sûr des melons de Bourgogne qui ont été vendangés à la main dans une viticulture où on va limiter un petit peu les rendements. Ça, c'est un petit peu le sujet, même si 2018, rappelez-vous, était une année assez productive. Hein. Ça a été une année, en fait, sur les blancs avec des rendements assez conforts, dans la Loire particulièrement, et en Champagne, et bien sûr partout ailleurs. Mais ce qui est intéressant sur ce millésime, c'est que je pense que l'effet un petit peu solaire, millésime chaud, a contrebalancé un petit peu aussi les excès, on va dire, de rendement du millésime. Et je trouve que même si on a une dimension, vous allez voir, assez dactyle, assez suave dans ce vin, eh bien on garde quand même la percussion minérale, et ça c'est vraiment très intéressant parce qu'on a un contraste en fait de suavité, d'acidité, de fraîcheur et de sapidité qui est absolument renversant et qui va vous amener vers beaucoup de plaisir. Bien sûr, ce vin a été fermenté, bon là dans des cuves enterrées, avec un petit peu de bâtonnage qui va apporter. Il n'y a pas bien sûr de contenant de bois, il n'y a pas de dimension exogène aromatique qui va venir apporter de la profondeur ou de la complexité à ce vin. C'est juste uniquement bien sûr ces élevages très longs sur lit qui vont nourrir un petit peu cet univers et concentrer un petit peu, écorcer les messages qui sont ainsi imprimés par évidemment pour ceux qui nous rejoignent, hein, Muscadet, Château Thébault ici, du Château-Lieu-Beau, pardon, à Thébault, et donc 2018. Un petit mot sur la robe, vous allez voir, bon, d'abord c'est un vrai bonheur de regarder ces robes là parce que c'est doré, ça a beaucoup de relief, ça fait partie évidemment de cette merveille un petit peu qu'apporte le temps sur ces jolis vins du muscadet. Mais si vous poussez le curseur beaucoup plus loin, ça va dans des dorés encore plus intenses. Moi je me rappelle de vieux muscadets de chez Luno Papin des années 90, 92, etc. 95, on ouvrait ça à l'aveugle à des clients. Je me rappelle chez Taïwan, c'était absolument merveilleux et les vins avaient en moyenne 10 ou 12 ans. On peut même descendre jusqu'à 1982 dans la cave, c'est pour vous dire à quel point évidemment on avait poussé le curseur de ces vieux muscadets assez loin et dans lesquels on s'émerveillait. Alors ce que j'aime, c'est que dans ces vieux vins, on arrive à garder de l'équilibre, mais on arrive surtout à garder le caractère digeste de ces produits à leur naissance, tout en ayant une profondeur aromatique absolument incroyable au développement. En tout cas, sur la promesse de ce 2018, ceux qui sont vraiment dans l'été, dans la dimension du fruit d'été, vont retrouver un petit peu leur petit, parce que le premier tour de verre, moi j'étais assez saisi, ça m'a amené sur des instances de pêche de vigne, d'abricots frais, de petites sensations un peu de melon comme ça, que l'on peut avoir des fois dans certaines marsannes ou dans certains vionniers évidemment, mais dans la dimension moins aromatique, hein, que ce que le vionnier peut proposer. Et sur ce bouquet, j'ai trouvé ça extrêmement souriant, extrêmement frais, évidemment adapté à une saisonnalité comme celle que l'on traverse. Donc je me suis dit, bingo, ça fait partie de ces plaisirs sensoriels que j'aimerais sentir, en tout cas moi, le soir, sur je sais pas, un coucher de soleil en été, et, avec quelque chose comme ça qui porte un petit peu les codes aromatiques de la saison. Alors derrière, évidemment, vous avez un petit peu plus de profondeur. Moi, j'y trouve un petit peu de cédra, d'agrumes confits, de choses comme ça qui montrent un petit peu que le vin commence à se poser, à se minéraliser. Donc ça, j'ai adoré évidemment ce contraste d'amertume fraîche et cette densité du fruit fruits d'été qui était là. Et puis vous noterez que c'est d'une précision remarquable, il n'y a pas du tout de ce petit côté un peu chagrinant, des fois des raisins un petit peu à très net. Là j'ai adoré, c'est vraiment très précis, c'est très sincère, il n'y a pas de dimension technologique fermentaire, j'adore, c'est vraiment le genre de bouquet moi qui m'emballe directement et qui traduit déjà d'une certaine manière
un petit peu l'idée d'un raisin intra-mûr, et puis aussi un petit peu, vous allez voir les sensations granitiques qui sentent un petit peu, qui arrivent à rejaillir un petit peu comme ça, en bouche surtout. Alors, ce qui est intéressant dans la bouteille que vous allez pouvoir déguster, c'est que, bien entendu, on reste dans le muscadet, donc on va garder évidemment tout ce socle salivant, ce prisme un petit peu sapide là qui va tirer la salive comme ça. Limite, on passe par l'iode, mais pas par l'iode coquille d'huître forcément, comme on peut l'avoir dans certaines images du muscadet ou peut-être même de Chablis. On passe par quelque chose qui va aller titiller un petit peu les papilles, qui va ponctuer de salivation beaucoup et qui va challenger beaucoup les papilles, tout en gardant un peu ce coffre et ce volume de bouche qui est assez impressionnant in fine. Et quand on repense un petit peu à la précision aromatique qu'on saluait évidemment au bouquet, eh bien on va retrouver un petit peu les mêmes tonalités, la même précision, le même coffre, la même longueur. C'est vraiment très long comme vin. Il y a une vraie longueur sur cette cuvée, et ça j'aimerais évidemment le souligner aussi, parce que même sur le millésime 2018, on n'a pas toujours eu dans les messages du muscadet ces persistances aromatiques intenses. Et donc là vous avez quelque chose qui est, à mon avis, qui score très fort dans l'offre de la région, tant par la précision que l'intensité gustative, que le coffre et la structure du vin. Et ça me paraît évidemment très intéressant, et c'est à souligner. Alors c'est en plus un domaine qui fait un petit peu plus, comme il y a une certaine surface de vin, donc ça permet un petit peu, d'acheter, les vins sont pas vendus, on va dire, sur la location, comme la majorité de domaines. Donc ça c'est très intéressant évidemment quand on boit du vin régulièrement et qu'on aime se régaler un petit peu de tous ces plaisirs. Moi j'étais très fier de pouvoir mettre ce vin dans un coffret et surtout de pouvoir évidemment vous présenter un petit peu cette cuvée. Alors on termine évidemment avec la bouche. Vous l'avez compris, contraste de suavité, petit rappel sur les socles géologiques granitiques, hein, très fine amertume qu'on pourrait avoir sur certains Saint-Joseph blanc. Ceux qui boivent la bouteille avec moi me rejoindront certainement. Hein, on a la même dimension tactile, et puis ce prisme granitique qui va comme ça un petit peu titiller les papilles. On va avoir surtout en fait un contraste de suavité, de fine amertume et de pointes un peu marines et iodées qui sont vraiment, je trouve, très à l'unisson. Le tout sur un coffre très ouvert. Il n'y a pas de gaz carbonique, il n'y a pas le petit côté un petit peu trop jeune de tout cela. Ça nous permet évidemment de profiter totalement de la dimension tactile du vin et de son allonge, tout en ayant évidemment le maximum de relief. Voilà, donc premier coup de cœur de ce coffret, un magnifique muscadet, sincèrement, ça fait, si vous n'avez pas goûté ça, allez-y, parce que là, le risque de vous planter d'abord, c'est zéro, vu le prix, mais surtout, si vous êtes déçu par ce genre de vin, c'est que vous avez des repères qui sont encore plus hauts, peut-être une cuvée Perrière de chez Jérôme Bretaudeau peut-être, mais au-dessus je vois pas beaucoup de catégories de vins qui boxent dans cette catégorie-là, pour moi dans le muscadet, et je voulais évidemment le présenter et le dire haut et fort à ceux qui ont envie bien sûr de le découvrir. Alors voilà pour ce premier plaisir, ça donne soif, hein. J'ai un crachoir mais je vais pas m'en servir parce que de toute façon c'est les vacances. Maintenant qu'on est bien parti avec ce live des coffrets sur Instagram, pour ceux qui nous ont rejoints, on présente évidemment les 3 coups de cœur de ce mois de juillet. On présentera évidemment toute la suite dans d'autres vidéos. Là je vous parlerai du deuxième coup. Alors j'ai voulu d'abord vous faire un peu voyager avec ce coffret En route vers les étoiles. C'est toujours un petit peu, moi j'ai une passion en fait pour l'Italie, parce que j'ai travaillé au Royal Monceau, et le Royal Monceau était un écrin où la carte des vins de vins italiens était assez profonde. On avait une étoile au guide Michelin dans le restaurant gastronomique italien, et donc ça a toujours été, j'ai trouvé, le plus proche cousin de ce qu'on fait chez nous en France. L'Italie, il y a cette immense diversité variétale, il y a cette offre incroyable gastronomique, il y a cet art de vivre autour du vin, des fromages et autres. Donc je vous fais pas de dessin, l'Italie ça fait partie évidemment de ces plaisirs qu'on aime tous. Et je voulais absolument vous faire déguster d'abord un petit bout de Toscane, parce que la Toscane fait partie évidemment de ces grandes régions dans lesquelles peut-être vous avez des repères autour des Chianti, des Brunello et autres, mais dans lesquelles aussi il y a quelques secteurs qui sont très intéressants. Et moi je vais vous présenter une vraie Vernaccia di San Gimignano, parce que ça fait partie un petit peu des pierres angulaires, des choses à connaître. Et puis j'ai surtout aussi choisi ce vin parce qu'il a des qualités sensorielles fabuleuses, et surtout une forme d'originalité par rapport à la majorité des Vernaccia que vous trouverez. C'est que là on est vraiment à l'ancienne, dans le style à l'ancienne, très loin des versions techno-fermentaires, un peu trop contemporaines que l'on peut trouver des Vernaccia. Et comme San Gimignano est un village extrêmement touristique, comme la majorité des vins qui naissent sur l'appellation sont des vins qui sont consommés relativement rapidement, je me suis dit qu'il serait bien aussi de vous prendre un petit peu par la main, de vous emmener en Toscane, de vous faire déguster une Vernaccia
authentique, sincère et vraiment délicieuse, pour que vous ayez aussi un benchmark, que vous puissiez comprendre un petit peu dans quelle catégorie on peut jouer. Les blancs en Italie sont évidemment moins nombreux que les rouges, mais certains méritent vraiment un coup de projecteur. On pourrait citer d'autres appellations comme ça, là, comme les grands terroirs du Trentino Alto Adige, ou pourquoi pas les Soave, ou pas mal des grandes appellations un peu plus du sud. Mais en tout cas, cette Vernaccia di San Gimignano ici de Montanidoli, ça fait partie des choses que vous devez connaître si vous vous intéressez un petit peu au Grand Blanc italien. Voilà. Alors évidemment l'appellation en Toscane, je vous laisserai évidemment aller regarder un petit peu toute la présentation d'appellation sur le site de Chef d'œuvre. On a toujours un petit peu, quand on regarde San Gimignano sur Google et les images, on a envie d'y aller. C'est ces petits villages perchés avec des pentes évidemment sur lesquelles s'appuient tous ces vignobles. Le socle géologique de la propriété qu'on est en train de présenter est de dimension calcaire, des calcaires qui ont 250 millions d'années, où la mer était présente, où il y a beaucoup de coquillages en sous-sol, là où on va en fait forger pas que des vins de type aromatique, on va faire des vins qui ont une forme de signature, un véritable prisme lié évidemment au sous-sol, qui va tout simplement rejaillir au cœur de ce cépage Vernaccia. Et ce qui est intéressant dans ce que je vous offre ici, c'est la possibilité de goûter une Vernaccia très authentique, donc en levure indigène avec une super viticulture. Je reviendrai pas là-dessus, mais la majorité de ce que l'on défend chez Chef d'œuvre, c'est bien entendu une viticulture très engagée. La propriété était bio depuis les années 65, donc on était bien avant le marketing du bio. Mais cette cuvée de Montanidoli traditionnelle, hein, qui est ici, ça fait partie de ce que vous pourrez trouver de plus sincère et de plus intéressant autour du Vernaccia, je pense, dans l'appellation. Alors, quand on repense un petit peu à cette propriété, ce que j'aime évidemment, c'est que ici c'est une femme ensuite qui a été un petit peu le moteur. Elle a récupéré, elle s'appelle Elisabeth, je vais pas écorcher son nom, c'est Faigiuli. Je sais pas si on prononce comme ça, hein, F-A-I-G-I-U-L-O-I. C'est une femme qui a repris en fait des terres en friche dans les années 60 et qui a remembré la totalité de son vignoble. Elle a été peut-être une des pionnières du renouveau, en tout cas de ces appellations qui tombaient un petit peu en désuétude ou qui étaient d'une certaine manière un peu abandonnées. Moi j'aime l'idée qu'on a fait revivre ici des vieux cépages autochtones, qu'on n'ait pas planté d'autres choses, parce que dans la région on plante également en Toscane du chardonnay, des cépages internationaux et autres. Là on est vraiment à faire à quelque chose de très original d'un point de vue sensoriel pour les Français, puisqu'on ne connaît pas évidemment ce cépage chez nous. Mais là, pour la petite anecdote, c'est un Vernaccia en pressurage avec une très légère macération dessus au départ, et qui connaît uniquement d'élevage en cuve. Et ce que j'ai aimé dans ce millésime 2020, vous allez voir, c'est un petit peu la combinaison de saveurs, c'est la dimension appétante, les fines amertumes, le côté très confit des agrumes, la gamme aromatique qui est vraiment superbe, et donc aussi ce petit goût de la différence, cette petite originalité qui fait que en fait, quand on boit ça et qu'on est tranquillement installé en été, qu'on réfléchit à un plat autour des agrumes ou des choses comme ça peut être intéressant. Alors on va parler un peu gastronomie tout à l'heure parce que je vous présenterai un peu quelques plats pour accompagner les vins de ce coffret, mais l'idée c'est que vous ayez d'abord en tête, avant de déguster un petit peu, l'esprit de cette cuvée. Alors d'abord, c'est pas une Vernaccia translucide, voilà, ça fait partie des raisins qui étaient bien mûrs, vous le voyez dans la robe de ce vin. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est le fin couvert de cédra, de plantes, d'aromatiques, qui nous rappellent un petit peu, je trouve, des codes entre certains vermentinos de type, on va dire, des vermentinos qui commencent à se minéraliser un peu de Corse sur la version un peu granitique, la partie ouest de la Corse, par exemple, à Ajaccio. On a cette dimension un peu cédra, amère, petite pointe d'olive, olive verte, un peu artichaut. Ça sent un petit peu cet univers qui est tranquillement, on va dire, bercé par le contraste de maturité, de fine amertume. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui était très chouette. Quand on plonge un petit peu derrière et qu'on va vraiment plus chercher en profondeur, on sent qu'il y a un socle géologique intéressant. On a aussi un petit côté... vous savez, qui est lié au fait que le vin ait fait une petite macération. On a un petit côté skin contact qui va, on va dire, faire exploser des petites sensations un peu d'orange oriental ou de petites choses comme ça qui sont dans le fond du verre et qui vont donner en fait au Vernaccia un peu plus de panache que ce qu'il en a naturellement, qui des fois peut être campé. Vous savez, le Vernaccia, bon, on en a pas beaucoup de repères encore évidemment en France pour ceux qui en dégustent, mais ça peut tirer sur l'herbacée, le végétal, des fois ça peut sauvignonner un petit peu, ça peut être aussi l'agrume et la crème, mais c'est pas vraiment dans la même dimension que ce qu'on a évidemment en tête par rapport par exemple à du sauvignon ou à autre chose. Donc ce cépage, il faut évidemment le voir comment il est travaillé pour vraiment essayer de l'interpréter.
Alors dans le fond du verre, vous allez voir, il y a un petit côté aussi qui est intéressant, qui est qui appartient en fait au fait que le vin a été élevé assez longuement sur ses lits et qui va vous amener sur des instances. Peut-être que vous avez des repères sur certaines gueuses, sur certaines bières blanches, sur des choses comme ça. Parce que moi j'ai un petit couvert de houblon très léger. J'ai cette sensation un petit peu de fleurs de houblon qu'on va faire simplement un petit peu comme ça macérer. On a cet univers en fait qu'on peut trouver dans certaines bières et que je trouve assez charmant parce que derrière le vin reste évidemment extrêmement précis. On a une sensation presque même également saline qui vient derrière, un peu ce côté jus d'olive qui est assez intéressant et qui pour moi évidemment nous amène ailleurs. Et on sent que ça va être un petit peu pepsé par du sel et on sent que qu'il va y avoir une vraie minéralité derrière. Bref, ça fait partie de ces plaisirs assez chouettes à découvrir, en tout cas si vous ne connaissez pas cette Vernaccia ici. Alors, en bouche, fabuleux. Alors vous allez voir, parce que ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, on joue vraiment sur le sapide, l'amer, l'écorce, tout en gommant en fait. Donc d'abord j'aimerais souligner une chose, c'est que on a beau être en Toscane, c'est un vin qui est relativement équilibré, ça fait 13 d'alcool, donc c'est jamais dans les excès qu'on pourrait imaginer dans ces paysages plus solaires. Un blanc très équilibré, qui récupère évidemment beaucoup de salinité, beaucoup de dimensions liées au calcaire. Tous ceux qui ont des repères évidemment sur les grands vins de lieux de calcaire, retrouvons évidemment ces sensations de craie, de poudre de craie, qui vont comme ça tirer la salive et qui vont après chercher avec le contraste doux amer, un peu de coffre, de la salinité, et après toute cette gamme aromatique, donc qui nous ramène sur le cédrat, les agrumes de Corse, la dimension presque un petit peu olive hein, qui est derrière. Ensuite, ce que j'aime dans ce vin, c'est que il est hyper appétant, très digeste, sans glycérol appuyé, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout de la sucrosité liée au glycérol. C'est-à-dire qu'on voit en fait la manière dont le vin vient un petit peu comme ça, il passe par le doux amer et il finit en fait très sec, très sapide. Et ça fait partie du coup de cœur dans cette proposition. Moi, j'ai tout de suite adoré cette combinaison en fait où on a le prisme du sol, on a ce petit jeu sur la macération qui va apporter un petit peu cette dimension, et on va surtout terminer très sec et très appétant. Moi, quand je goûte ça, je rêve d'une poêlée de soupion avec un coup de cédrat râpé, une très bonne huile d'olive là, et puis un petit coucher de soleil, vous voyez ce que je veux dire? Ces genres de choses là, on peut jouer bien sûr avec les agrumes, on pourra jouer avec l'olive, on pourra jouer le végétal frais, on pourra peut-être faire une petite combinaison d'artichaut. Moi je verrais bien un petit carpaccio d'artichaut, très bonne huile d'olive, très dur là, le vin à marier avec l'artichaut, mais l'artichaut peut fonctionner comme ça quand on est sur des contrastes, des vins qui ont comme ça des dimensions minérales et un petit peu d'amertume. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien sur la communauté aromatique par exemple. Et en tout cas, vous pouvez essayer ce genre de petits plaisirs estivales, voilà, des petits artichauts barigoules, des petites choses comme ça fonctionne évidemment très très bien sur ça. Vous pourrez jouer toutes les connotations agrumées, bien sûr, vous pourrez jouer sur la dimension du citron de menton, on pourra peut-être aller chercher évidemment du pomelos, du cédrat, tout ce qui va évidemment, le citron confit sera évidemment très en joie avec ça, vous pourrez même essayer sur des petites tagines, bref. Merci Fabien, je donne envie, donc ça me fait plaisir. En même temps, c'est pour ça que cette vidéo existe, donc j'espère que vous passez toutes et tous un bon moment. Pour ceux qui nous ont rejoints, je rappelle que je présente les 3 bouteilles du coffret du mois qui s'appelle En route vers les étoiles. Et alors, petite anecdote, c'est le 10e anniversaire de Chef d'œuvre, c'est donc la 10e année que je présente tous les mois ces coffrets. Et sachez que, pour la petite anecdote, je suis assez fier de le dire, mais ça fera sourire un petit peu ceux qui nous écoutent. Nos coffrets de chefs-d'œuvre ont reçu dans l'offre des coffrets de dégustation et des box la meilleure note de la revue des vins de France, qui le mois dernier a fait un classement des différentes offres et on a eu la meilleure note de 18 sur 20. Bref, c'est le moment un peu de gloire pour ces coffrets. On est fiers évidemment d'essayer de maintenir ce niveau, malgré évidemment le sourcing qui pour ces coffrets est assez challengeant. Alors, on revient à notre Vernaccia. L'idée c'est bien sûr de vous emmener ailleurs, donc il n'y a pas de benchmark, on n'a pas évidemment de repères qui d'un point de vue sensoriel sont tout à fait sont similaires, et donc ce Vernaccia vous amènera vers, je l'espère, des plaisirs tout à fait nuancés qui vous amèneront aussi peut-être vers d'autres types de créations en cuisine pour des associations mets et vins. Je pense qu'il faut jamais oublier que c'est dans la grande différence des cépages et de la dimension variétale qu'on peut s'épanouir quand on aime le vin en général. Il y a plus de 500 cépages en Italie et il faut absolument passer par là, à condition d'en avoir des lectures extrêmement sincères et extrêmement intéressantes
comme c'est à mon avis le cas ici. Sinon, bah, si c'est juste pour boire un truc vraiment techno-fermentaire où ça pourrait être n'importe quoi, très tiolé, etc., ça n'a pas d'intérêt. En tout cas, je pense que ça n'a pas d'intérêt. Voilà pour la présentation de cette Vernaccia. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'adore. J'adore en fait les vins qui font des fois un petit peu de macération. Et pour si vous plongez un petit peu dans cet univers-là, vous savez, tous ces vins de macération, même les vins oranges hein, et autres, vous verrez qu'en fait, il y a des vraies combinaisons très intéressantes à faire. Il y a des mariages très intéressants également à faire. Alors, pour témoigner un petit peu, je trouve que ça marche mieux sur les cépages de type aromatique que sur d'autres cépages, mais ça permet également d'élargir le scope et l'intérêt. Certains sont un petit peu casse-gueule, on va dire un peu même ratés parfois, mais quand c'est très réussi, il y en a quelques-uns moi qui me frappent, et donc sans être vraiment un vin de macération, là il y a une toute petite macération que j'adore parce que ça appuie cette dimension cédra agrume que je trouve très belle. Bon, maintenant qu'on a parlé des choses réjouissantes, je rappelle simplement que ce muscadet du Château Thébault fait partie des coups de cœur du mois. Vraiment très belle lecture du muscadet ici que vous devez absolument goûter. Franchement, pour 17 €, c'est imbattable. Là, on est à peine plus cher dans les prix. On frôle la vingtaine d'euros pour ce genre de bouteille là. Ça permet évidemment de partir en vacances avec des choses relativement intéressantes et accessibles. Et puis là, on va parler évidemment de Basile Saint-Germain. Alors là, au domaine des Orelles, je ne présente absolument rien. Je vais simplement témoigner du coup de cœur et surtout de cette cuvée Solène 2015 que j'ai eu le plaisir de redéguster au printemps. Donc bien sûr une propriété qui a fait son trou pas très loin du territoire de Pézenas et qui a aujourd'hui évidemment une aura remarquable dans le monde du vin. C'est un domaine 3 étoiles revue des vins de France, très connu, avec des trajectoires de vin absolument merveilleuses quand on sait les attendre un petit peu. C'est là aussi un petit peu pour faire un petit peu écho à ce que je disais tout à l'heure sur le muscadet. Bien, il faut savoir attendre aussi les grands vins du Languedoc. Hein. Je vous rappelle que c'était une région qui faisait 75% de vins de pays il y a 30 ans, dont les meilleurs domaines dans les terrasses du Larzac ont écrit avec le Pic Saint-Loup les débuts de l'histoire dans les années 90. Aujourd'hui, on sait que les grands vins du Roussillon et du Languedoc ont les mêmes potentiels, voire des fois des potentiels supérieurs encore à certaines grandes régions. Donc on n'est pas en train de se poser la question si ça va vieillir ou pas. On sait que ça va vieillir. Et le domaine des Orelles fait partie évidemment de ces témoins qui peut mettre sur la table 10, 15 millésimes comme ça, de grandes choses qui nous permettent de comprendre un petit peu comment tout ça évolue. Alors ce que j'aime évidemment dans cette bouteille, et particulièrement le 2015 sur la cuvée Solène qu'on a dégusté, c'est que en fait on a baissé un petit peu l'intention et la structure des vins par rapport à ce qu'ils ont été dans le temps au domaine des Orelles, où ils ont été des fois un peu plus sauvages, un peu plus puissants, un peu plus musqués, des fois un peu plus même sévères en jeunesse. Et donc moi j'aime beaucoup plus avec mon palais de Bourguignon les rouges qui sont dans des constructions un petit peu plus élégantes. Et j'aime quand évidemment les barrières de la structure tombent et quand on a les messages qui vont vraiment arriver avec la vraie persistance aromatique intense, pas juste sur quelque chose d'un petit peu solaire, puissant, avec des fois un peu bridé en tanin en disant bon bah c'est pas pour tout de suite, c'est pour dans 5, 10 ans, voilà. Donc là, petit coup de cœur, et évidemment sur cette cuvée des Orelles, on saluera évidemment d'abord le côté précurseur d'une viticulture très engagée au domaine. On saluera également le temps, c'est-à-dire que le domaine fait l'effort de garder les vins de 2015, là ils sortent les 2015, donc ils gardent les vins à la propriété pour les mettre sur le marché à l'aube de leur phase de maturité. Et j'aimerais simplement souligner une chose, on en a parlé pendant les 6 masterclass de Rayas qu'on a fait ici. La première question qu'on posait au mois de mars ici quand on faisait ces masterclass de Rayas, c'est quel est le point commun entre tous ces grands domaines qui vous font tant rêver, le Clos Sainte-Une, le Vega Sicilia, le grand vin du Clos Rougeard, etc., ou les grands vins de Cépère Rose. C'est simplement que les vins sont vendus à l'aube de leur phase de maturité. Et je pense que beaucoup de grandes régions, beaucoup de grands vins mériteraient d'être commercialisés un petit peu plus tard pour qu'on en ait encore un petit peu plus les codes et les messages. Et là, je suis content de pouvoir vous offrir cette bouteille de 2015 dans votre coffret parce qu'elle permet déjà de comprendre un petit peu ce qu'est l'évolution des grands vins du Languedoc quand ça commence un petit peu à chanter dans le verre. Et c'est pas juste un truc jeune, un peu épicé, structuré, etc. On a quelque chose qui commence vraiment à avoir une dimension complexe et profonde, et avec un caractère très posé de la matière qui va laisser un petit peu comme ça de persistance, la persistance aromatique s'installer. Et donc, il faut avoir évidemment en tête l'idée que toutes ces grandes, belles cuvées, en tout cas du Languedoc-Roussillon, elles ont besoin, elles aussi,
du temps qui va leur permettre un petit peu de s'améliorer. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut attendre n'importe quoi, n'importe quand, mais ça veut dire que les belles cuvées méritent évidemment ça. Alors il y a des millésimes aussi, il y a une rotation des millésimes, 2015, un millésime que vous avez connu bien sûr, qui était évidemment solaire. On comparerait pas ça à 2014 qui était beaucoup plus froid, ou 2016 qui était également un peu plus sur le fil. Là on a affaire à un vrai millésime un petit peu chaud du sud, et dans lequel j'ai adoré le déploiement en tout cas de cette cuvée solaire. Alors pour ceux qui ne savent pas au domaine des Orelles, quand on parle d'une Grenache, ben, c'est une massale de Rayas, et quand on parle d'une Roussanne, pour les blancs par exemple, c'est une massale de Beaucastel sur les vieilles vignes. Donc c'est pour vous dire à quel point le matériel végétal compte également sur cette propriété. On ne fait pas les choses à moitié, et moi ce que j'ai adoré dans cette bouteille de Basile Saint-Germain, c'est le toucher, le tactile et la profondeur aromatique livrée par 2015. Vous l'avez pas tout à fait clairement dans la caméra, là, avec le téléphone, mais regardez, en fait, c'est un rubis profond, un peu appuyé, mais dans lequel on peut quand même un peu lire à travers. Ça ne veut pas dire que c'est juste un gros rouge dense, puissant, très chromatique, très voilà, c'est juste... on a ce caractère en fait un peu plus infusé d'une matière, languedocienne certes, avec bien sûr ces codes des cépages qui sont le Carignan et les Grenaches qui sont ici en complément, enfin qui se complémentent, mais avec une couleur relativement soft, et dans laquelle évidemment on arrive à lire déjà un petit peu les courbes d'une légère évolution, avec un léger dégradé d'un point de vue chromatique. Aromatiquement, ben, vous allez voir, ça sent bon. Ça sent la marmelade de fraises au sucre. On plonge vraiment dans le côté framboise sauvage et l'eau de vie. On a mis un petit peu de fraises gariguettes. On a mis le feu sous la casserole, un peu de sucre, et ça commence à chauffer. Tu vois, on est vraiment sur ce réveil-là. Et ça me rappelle évidemment des codes aromatiques qu'on connaît bien sur les sables de Rayas, ou dans le secteur du bois de Rayas, ou Perpignan, là où en fait on arrive à ces notes d'infusion entre guillemets de Grenache, et dans lesquelles on a quelque chose de très très subtil et très doux, avec beaucoup de parfum et à la fois beaucoup de suavité. On sent que ça va être extrêmement posé, c'est pas quelque chose de trop brutal. Derrière évidemment, si on creuse un petit peu, on retrouvera peut-être quelques connotations un peu épicées, des petites touches de figue, des caractères un peu mûrs sauvages qui vont arriver comme ça, qui vont certainement la signature du Carignan avec un petit peu de floralité qui viennent également se greffer un petit peu à l'ensemble. Et dans cette cuvée Solène 2015, moi je sens beaucoup de sagesse et de recul en fait par rapport à tout ce qui a été fait peut-être au domaine des Orelles. Donc on va saluer évidemment la performance, mais d'un point de vue olfactif, c'est vraiment magnifique ce bouquet. Et là en plus, moi je l'ai servi à 15 degrés, la bouteille était dans le recave avant, et je peux vous assurer qu'à cette température, c'est vraiment un vrai shoot. On a un très très léger également réveil aromatique sur la fleur séchée, le petit côté automnal qui va tranquillement arriver derrière. Et ce qui est très beau là, c'est bien sûr le combo de toutes ces sensations qui vont évidemment étayer un petit peu le millefeuille, lui apporter de la profondeur, et surtout le caractère un petit peu assagi de la matière qui bien sûr est là à 7 ans maintenant parfaitement épanoui. Trois choses que j'ai vraiment adoré sur ce vin pour la partie sensorielle tactile. Première chose, pas de sucrosité. Le Languedoc avec la sucrosité, moi ça me fatigue. J'en bois pas des seaux et ça m'énerve. On a presque évidemment des fois caractère un peu... Voilà. Alors ce que j'aime là, c'est qu'on a un petit cœur de bouche un peu fibreux, un peu végétal, qui va nous amener un petit peu comme ça, ces petites notions un peu ligneuses, qui va percuter un petit peu ce fruit un peu dense et caressant. Le côté un petit peu, on va dire, suave est là. On sait qu'on est dans le sud, mais on finit sec. Et ça, c'est quelque chose qui est rare. On fait même finir sec et sapide et salé. C'est-à-dire qu'on a affaire à un vin qui devient, entre guillemets, extrêmement intéressant à table. Ensuite, bon, quand on passe le vin en bouche et qu'on repasse par la rétro, on sent la garrigue, on sent la myrte, on sent ce côté un peu aussi fruit du maquis. On a cette dimension, en fait, sudiste, mais sans les stigmates du sud. On pourrait comparer ça à certains Châteauneuf quand ils ont 7, 8, 10 ans, puisqu'on a un petit peu les mêmes codes. Hein. Un Châteauneuf en grappe entière qui fait de la cuve béton, par exemple, et qui va vieillir 7, 8, 10 ans, on aura un peu les mêmes sensations. Et bien là, je pense qu'on a affaire à quelque chose qui joue dans la catégorie de certains Châteauneuf, et qui sont, sans faire la course à la puissance, extrêmement agréables. Vous noterez également la persistance aromatique excellente de ce vin. On a un vrai extrait sec, une vraie persistance aromatique intense. Et ça, c'est vraiment chouette également parce que on n'est pas juste sur des codes aromatiques de surface, on a quelque chose qui dure.
Et ça fait bien sûr partie des rendements assez faibles de la propriété, qui sont évidemment là pour témoigner un petit peu du travail, de la vision en tout cas de Basile Saint-Germain, qui va comme ça dessiner des grands vins de sculpture dans le temps, avec ces rendements qui sont parmi les plus faibles dans la région. Si vous penchez dessus, vous trouverez un peu de sauge, un petit côté feuille de sauge là, sur le fruit un petit peu macéré, c'est vraiment merveilleux. Et ça sent très 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 bon. Alors voilà, cette troisième bouteille du coffret En route vers les étoiles de chef-d'œuvre, vous l'avez compris, c'est le sud sans les stigmates du sucre, du sucre, c'est presque, pardon Fabien. Ouais, alors je répondrai aux petites questions après si vous avez des questions, bien sûr, laissez-les sur les commentaires. Je répondrai aux questions une par une à la fin de la présentation de ce petit coffret. Le sud sans les stigmates du sucre, pardon, et surtout le caractère un peu assagi d'une matière. On saluera évidemment la performance, la finesse et surtout l'engagement de Basile Saint-Germain, qui a vendu ses vins beaucoup plus tard que la majorité des propriétaires dans l'appellation. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on encourage ça, que le prix c'est une chose, mais si le prix c'est la solution, alors il faut qu'on accepte de payer aussi un petit peu plus cher ces cuvées un peu d'élite dans la région, parce que c'est ça aussi qui permet au grand domaine de se développer, de se faire connaître et surtout de montrer ce qui peut advenir quand on attend finalement ces grands vins de terroir du sud de la France. Et donc petit message évidemment à toutes les personnes qui nous suivent, aux consommateurs, il faut qu'on ait, il n'y a pas de grands projets sans effort, et il n'y a pas d'effort sans récompense à la fin. Il faut que la dimension économique de ces domaines tienne. Imaginez-vous, vous travaillez aujourd'hui, vous êtes payé dans 7 ans, combien vous facturez? Ça, c'est la question à laquelle il faudra penser quand vous savourez cette bouteille. Bref, je termine, c'est la présentation de En route vers les étoiles. Vous avez compris que ces trois bouteilles sont une invitation à la découverte, comme toujours. 3 instants de consommation différents, un magnifique muscadet qui porte parfaitement les codes et la dimension minérale du granit, et certainement un des plus gros coups de cœur de Loire cette année, 17 €, super. Ici, une Vernaccia magnifique qui va vous faire voyager dans les grands terroirs de Toscane, mais avec la version, on va dire, originale de la version, de la racine de ce que peuvent être la Vernaccia dans sa version la plus authentique. Et puis on termine avec cette très belle cuvée Solène de Basile Saint-Germain au domaine des Orelles, qui est là, livré dans un millésime complètement accompli, soyeux, extrêmement savoureux, sans stigmate du sud. Bref, 3 instants de consommation, 3 plaisirs, vous l'avez compris. 3 coups de cœur. Alors maintenant que vous êtes à peu près chaud et que on va passer un petit peu aux choses sérieuses, parce qu'on a d'autres coffrets à vous présenter. Je vous rappelle pour ceux qui nous ont rejoints que on présente les coffrets de chef-d'œuvre du mois de juillet, 10e anniversaire, vraiment jour pour jour sur la date où on présente évidemment ces plaisirs. L'idée c'est d'abord de vous parler un petit peu du coffret découverte. Alors je vais reprendre mon petit tableau, puisque ça fait partie évidemment des choses. On va déguster, donc les personnes qui reçoivent les coffrets ont reçu pour ce coffret découverte, qui est totalement différent du coffret En route vers les étoiles. Découverte, c'est 2 bouteilles, 2 prix plaisir géniaux. Et avec souvent beaucoup d'originalité dans la proposition, puisque ce coffret, on le veut un tout petit peu plus audacieux. On prend vraiment le plaisir au début, l'embryon du plaisir au départ, et ensuite on l'amène un petit peu plus loin. Je suis heureux de vous parler de la région du Douro, parce que c'est une région que j'aime beaucoup et dans laquelle j'ai fait les voyages les plus merveilleux, les plus émerveillants certainement pour les yeux. C'est parti de googlisez rapidement Vignoble du Douro, vous allez tomber très vite à la renverse, surtout quand on parle des vacances, etc. Alors c'est peut-être pas le moment le plus sympa pour y aller parce qu'il fait très chaud là-bas, mine de rien, mais quand vous êtes au mois de mai ou au mois d'octobre, faire une petite croisière sur le Douro et puis aller visiter un petit peu ce qui se passe dans ces vignobles qui sont extrêmement spectaculaires et qui plongent sur le Douro, c'est vraiment merveilleux. Alors le Douro, évidemment, je ramène un petit peu la présentation parce qu'on n'y a pas souvent. On est bien sûr dans la partie nord du Portugal, entre l'Espagne et l'océan. À 60 km à l'est de l'océan, vous avez ce qu'on appelle la Sierra de Marao. C'est une chaîne de montagnes qui va offrir pour les yeux d'abord un paysage merveilleux, mais surtout après une forme de vallée à ce fleuve qui a creusé ici son lit, et dans lequel ce qui est intéressant, c'est
Ce qui est intéressant sur ce Xisto cru là, c'est que évidemment ça a été le berceau des cépages rouges, des grands vins de Porto, mais aussi maintenant d'autres choses. On va en parler un petit peu. C'est vraiment l'appellation Douro qui donc depuis cette Sierra de Marao qui remonte un petit peu jusqu'au Douro supérieur, bien qui forge un petit peu cette région. Ce qui est intéressant dans ce secteur, c'est que c'est une vieille appellation. On va dire que l'appellation est très ancienne puisque c'est le marquis de Pombal qui l'avait, on va dire, au XVIIIe siècle déjà un petit peu délimité à sa manière. Hein. En 1756, on avait déjà en fait le socle géologique de 240 000 hectares à l'intérieur desquels on trouve 60 000 hectares de schiste et sur lesquels on a ces terrasses qui plongent comme ça sur le fleuve. Alors on a de l'altitude, du schiste, du soleil évidemment, et on a fait pendant avec la tradition des grands vins rouges voilà, je vous raconterai pas toute l'histoire du Porto parce que ça va prendre 3 heures, mais par contre ce qui est intéressant c'est qu'à partir de 1986 quand le Portugal est rentré dans l'Union Européenne, on a commencé à faire des quintas qui vinifiaient eux-mêmes différents types de vins. On a bien sûr fait des Portos, mais on a commencé aussi à faire des vins secs. Il y a eu des gens qui ont été extrêmement visionnaires dans l'esprit des vins secs, parmi eux Dirk Niport, que vous connaissez certainement, parce que ça fait partie évidemment de ces plus grandes personnalités du monde du vin qu'il faut absolument connaître et dont il faut déguster les vins, et qui était à l'époque associé à Luis Seabra, donc Xisto Cru, Xisto Limitado, c'était l'ex-bras droit à la Quinta de Napoles de Dirk Niport. Alors la vision à l'époque, dans les années 90, c'était vraiment de faire des grands vins secs. L'inspiration était un petit peu bourguignonne sur les fermentations, le style des vins et autres. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a compris que l'altitude était un allié de choix, que le Codega et le Rabigato étaient des cépages qui collaient parfaitement à ces altitudes et que la dimension, le prisme de la minéralité du schiste, associés à des élevages très très soignés, peuvent faire des choses absolument remarquables. Et donc les blancs, qui sont évidemment minoritaires dans la région, sont aujourd'hui parmi les plus excitants que l'on puisse trouver au Portugal. Et donc ça c'est intéressant parce que à partir du moment où on parle d'un pays dans lequel on a pensé qu'il n'était pas possible de faire quelque chose, l'histoire nous montre que tout est toujours possible. Et en matière de vin, je peux vous assurer que je connais d'autres personnes qui diraient pas le contraire. Alors je vais vous en parler un petit peu. Ici vous avez la cuvée, on va dire, l'entrée de gamme de la propriété qui est merveilleuse, mais il y a d'autres choses qui sont absolument géniales. Il y a une autre cuvée qui s'appelle Xisto Cru, qui c'est plutôt des très vieilles vignes, et alors là franchement c'est renversant. Mais déjà ici vous avez les prémices de ce que peuvent donner ces terroirs du Douro et ces terroirs du Douro d'altitude, inspirés en finification un petit peu de la Bourgogne. Donc là vous allez pouvoir avoir un jeu de texture, de sapidité, d'amertume très fine également, et puis surtout un petit peu également de ce savoir-faire un petit peu de l'élevage qui est intéressant parce que évidemment on a déployé un petit peu ce savoir-faire des fermentations sous bois dans la région, et ça donne, avec des fois un peu de magie, des résultats absolument ensorcelants. Je soulignerai un petit peu le millésime 2020 qui était beau. 2019 était encore un peu plus incroyable, je pense, dans la promesse, mais comme 2019 en Europe était partout, c'était un beau millésime précoce. On avait sur un millésime qu'on a fait tous pendant la pandémie. Franchement, quand on repensera à ce millésime dans quelques années, on y repensera. Les vendanges pendant la période du Covid, c'était quand même quelque chose qui était assez singulier, donc j'aimerais évidemment souligner la chose. Mais c'était un beau millésime, en tout cas dans le Douro, qui a fait naître des jolis blancs secs en tout cas. Alors la promesse pour vous, c'est de découvrir un petit peu d'abord les cépages aromatiques. Les cépages sont pas si aromatiques que ça, hein. On les connaît peu parce que évidemment quand personne goûte du Codega ou du Rabigato tout seul comme ça, juste pour le fun. Ce qui est intéressant, c'est l'équation totale ici entre le savoir-faire, l'élevage et le résultat. Au nez, vous allez pouvoir plonger dans un univers qui est assez joli. La poire, la dimension un petit peu, ça rappelle des codes un peu de chenin fermenté sous bois ou des chardonnays fermentés sous bois, mais sans la dimension lactique et beurrée. Donc on est vraiment sur la poire, l'épice, le poivre blanc, la dimension un peu schisteuse fumée qui est derrière, l'esprit un peu silex frotté, ça c'est vraiment les schistes qui vont apporter ça. Derrière on a une dimension aussi un peu légèrement pâtissière qui va souligner un petit peu la fermentation sous bois, les côtés amandés, et dans laquelle évidemment sont se plonger quelques touches d'épices douces, la vanille par exemple. Mais la vanille, pas dans vous savez, le côté vanilline très marqué d'un bois neuf trop sexy, quoi. Hein. C'est vraiment plus subtil que ça. Bref, il y a un petit côté crumble dans le nez de ça, un crumble au poire. En bouche, ce qui est intéressant, c'est bien sûr le vin, c'est le rythme, vous allez voir. Là, on a de l'altitude, de la sapidité, et on sent vraiment la dimension schisteuse, le côté traçant des finales de bouche, que j'adore. Parce que là, on attaque en fait quasi sur le confort et la texture d'une attaque bourguignonne, entre guillemets, on va dire un beau village de côte chalonnaise par exemple. Et puis derrière, c'est salivant, c'est sapide, c'est schisteux, ça fait beaucoup saliver.
Il y a beaucoup plus de rythme que ce qu'on peut imaginer. C'est un vin qui, on le soulignera au passage, hein, fait pas du tout, porte pas du tout la structure. Je vais pas vous dire de bêtises. Ce vin fait 12 d'alcool. Donc 12 d'alcool dans le Douro, quand il fait 38 l'été, je vous laisse imaginer un petit peu. Ben oui, c'est des vendanges hautes, d'altitude, 700 mètres avec du vent. Et donc on peut faire aussi mûrir sur des cycles végétatifs différents ces raisins sans forcément plonger dans les 14,5 qui sont entre guillemets la figure imposée de souvent de ces terroirs un petit peu ensoleillés sudistes. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'évidemment on a su garder un peu la sapidité, la fraîcheur, avec un prisme de plaisir assez intéressant et des petits codes aromatiques qui rappellent évidemment d'autres régions chez nous, mais qui permettent évidemment de se régaler. Alors ce qui est intéressant dans ce vin aussi, c'est que malgré que le fait que ça soit la petite cuvée, il y a un vrai extrait sec et une vraie longueur, donc ça c'est aussi quelque chose qu'il faut saluer. Et ça vous invitera peut-être à déguster la grande cuvée du domaine qui est absolument merveilleuse, qui s'appelle Schiste Cru, qui est beaucoup plus persistante, plus chère également, hein, ça forcément, mais qui concentre 2 fois ou 3 fois l'intensité sensorielle que vous avez là. Et donc ceux qui ont la bouteille à la maison et qui vont découvrir peut-être cette bouteille en voyant ce live Instagram en replay, eh bien sachez que ça, c'est le début de l'histoire. Alors, cette propriété, on l'a présentée plusieurs fois. On avait fait une soirée qui était merveilleuse chez Chef d'œuvre qui s'appelait Un soir dans la vallée du Douro. Et puis, on avait également d'autres manières de la présenter, puisqu'on avait mis également un des rouges de Luis Seabra il y a à peu près 3 ans dans un de nos coffrets. Bref, le Douro et nous, c'est une histoire d'amour. Vous avez compris qu'il y a quelque chose de très chouette, surtout quand on atteint ce niveau de présentation, ce niveau de style, moi que j'adore en tout cas, à la propriété. Prix plaisir dingue. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, cette bouteille, c'est 19,50 € pour un particulier. Bref, imbattable à mon avis. Quand on sait que évidemment les conditions de récolte sont toutes évidemment optimisées, que tout est fait à la main, qu'on est vraiment dans l'élite de ce que la région peut proposer, franchement, imbattable. Deuxième plaisir, et là on va revenir un petit peu à quelque chose que vous avez peut-être vu dans les lives Instagram de Chef d'œuvre, parce qu'on avait déjà présenté cette propriété. Alors le Clos du Caillou, ça fait partie des propriétés coup de cœur vraiment de Châteauneuf de cette année. Je pense que ça fait partie des plus gros coups de cœur en Rhône Sud de l'année. Et pourquoi? Par l'intelligence de la gamme, par l'intelligence de la proposition, et surtout par la sagesse des prix proposés. Il faut quand même... bon là vous avez dégusté la cuvée qui s'appelle Esprit Nature, on va en parler tout de suite. C'est une cuvée qui est extrêmement abordable et qui permet un petit peu de s'occuper de ces secteurs, du bois de Rayas, des terroirs sableux, de l'appellation Châteauneuf et autres. L'anecdote est très croquante et il faut que vous la sachiez quand on parle du Clos du Caillou et de cette appellation, de cette propriété. On ne peut pas ne pas penser aux fondations de l'appellation d'origine contrôlée de Châteauneuf-du-Pape, pendant laquelle, en fait, le garde-chasse qui s'occupait du bois de Rayas n'était pas du tout d'accord avec l'idée que ça devienne des terres viticoles et autres. Et ce garde-chasse s'est fait foutre dehors à coup de fusil. Et donc la majorité des vignes qui sont sur le clos du Caillou sont dans l'appellation Côte-du-Rhône, alors qu'elles pourraient être classifiées comme l'appellation Châteauneuf-du-Pape. C'est une anecdote un petit peu sympa qu'il faudra raconter lors d'une soirée endiablée autour de cette bouteille. En tout cas, ce qui est intéressant, et pour revenir un petit peu à ce coup de cœur, c'est une propriété en fait qui opère sur différents secteurs, différents lieux-dits et différents évidemment hiérarchies d'appellations. Moi, je vous invite vraiment à creuser un petit peu toutes les côtes du Rhône, voire même les Châteauneuf-du-Pape qui sont merveilleux, et pour lesquels, en fait, les prix sont extrêmement abordables. C'est-à-dire que la bouteille la plus chère que vous allez vous offrir au domaine, elle doit coûter 55 €, ça doit être le bout de la terre pour les grands vins qui ont de la longévité et autres. Et ça fait partie évidemment de ces petits détails qu'il faut absolument avoir en tête. C'est l'équation prix-plaisir entre ce que vous achetez et ce que vous avez dans le verre. Donc là, on va déguster cette cuvée Esprit Nature, donc des vieux grenaches, levure indigène, pas de soufre. Alors moi je suis pas un très grand fan des vins qui sont totalement sans soufre parce que des fois ça part vraiment dans tous les sens, mais ça c'est là c'est le dérapage contrôlé, vous voyez ce que je veux dire? C'est la floralité en prime sans sucrosité, parce qu'en fait le fait de travailler avec très peu de soufre, ça fixe un petit peu moins les structures, on sent un petit peu moins la dimension solaire de la région, on a moins ces codes, on va dire,
un petit peu confit et autres, et ça rend les choses plus digestes. Alors, ça va pas arranger ma soirée, ni etc., mais vous allez voir, ça c'est quand même quelque chose qui est très très beau. C'est un coup de cœur de Mathieu qui avait... Salut Arnaud, bienvenue pour ce live si tu nous rejoins. Donc je voulais absolument vous faire goûter ce coup de cœur, ce côté prix plaisir absolument dingue, et surtout cette version maîtrisée d'une version du sans soufre, parce que c'est quelque chose que je retrouve pas toujours. Il y a des très très beaux acteurs dans cette famille là, mais tout le monde ne réussit pas à chaque fois également. Et donc la précision c'est le plus important dans les vins. Il faut tout de même se rappeler que c'est un fruit au départ, il faut que la précision du fruit soit là. Et donc faites attention comme ça au chant des sirènes et à le côté naturel ou patati patata. Il faut que les vins soient précis. Hein. Le vin c'est l'étape entre le jus de raisin et le vinaigre. Donc si vous n'avez pas de contrôle, attention, 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 tout ne se fait pas comme ça en mettant des raisins dans une cuve et en partant se faire un petit tour comme ça. C'est plus compliqué que ça. Alors, dans l'univers des vins sans soufre, ce qu'il faut, c'est saluer, c'est aller chercher la précision, mais il faut surtout saluer le caractère extrêmement digeste des matières, où effectivement on a quand même un peu plus de facilité, c'est quand même beaucoup plus digeste. Et donc je me suis dit que pendant ce mois de juillet où vous allez peut-être profiter un peu plus de ces moments en famille, de ces dégustations, ben, vous auriez peut-être pris beaucoup plus de plaisir à aller chercher en fait une lecture un peu débridée comme ça de ces grenaches qui naissent évidemment dans ce secteur de Châteauneuf. Bref, alors petit message également sur le millésime, vous vous rappelez de 2021 ? Ouais, moi je m'en rappelle de 2021. Quand on était confiné, rappelez-vous, en avril 2021, il gelait de dingue. Il gelait de dingue, même à Châteauneuf-du-Pape. Je me rappelle de Vincent Avril qui témoignait et qui disait « Il fait 19 l'après-midi et moins 4 le matin ». Et ça, c'est quand même un truc pour la vigne, c'est terrible. Alors, si la vallée du Rhône septentrionale la vallée méridionale a sauvé un peu les meubles à la fin, ils ont eu aussi très peur parce qu'ils n'ont pas, d'habitude, évidemment, ces écarts, ils ne connaissaient pas ça. Et évidemment, cet effet climatique nous a un petit peu laissé tous songeurs. On rajoutera pas évidemment l'épisode où il pleuvait sans arrêt au mois d'août, où en fait tout était, les raisins rouges commençaient à décrocher avant d'être mûrs, où la matière, etc. Bref, faire ça sur 2021 avec cette précision-là, ça n'a pas été le lot de tout le monde, et je voudrais évidemment aussi souligner ça. Faire ça sur une vendange aussi difficile. Alors dans le verre, bah, vous allez voir, c'est super. Ça, ce caractère en fait, fruits sauvages, marat des bois, poivre. Ça a ce côté, vous savez, un petit peu aussi qu'on peut avoir dans certains Beaujolais Grapentières qui ont de la pivoine, le caractère un peu épicé, poivre sauvage, derrière sur un fruit extrêmement fondu et doux. Un fruit rouge bien sûr, un peu macéré. Derrière vous allez trouver un petit peu de fraises écrasées là encore. On renoue un peu avec évidemment avec l'esprit qu'on avait dans le fond du verre de Solène, mais qui avait une structure un peu différente, totalement différente même, et surtout un réveil légèrement différent, aromatique. Là, vous avez affaire à quelque chose de très très chouette. On a le côté également aromatique un tout petit peu encore jeune et primaire encore de ces messages-là. Mais ce qui est le plus intéressant, et c'est peut-être ça qui vous rendra un petit peu dingue quand vous dégusterez cette bouteille, c'est le caractère très suave de la matière. C'est-à-dire que là, on sent moyennement la puissance alcool. Elle se pose sur la langue avec une douceur qui vient comme ça, pardon, qui vient juste poser un petit peu les codes et les contours de quelque chose d'extrêmement délicat. Et à la fin, on a le côté myrrhe sauvage, on va dire épice un peu sauvage qui revient, mais sans la moindre saturation pour les papilles. Ce qui fait qu'en fait, quand on a bu le premier verre, on se dit c'est bon ce truc. Et en fait, on y revient. C'est extrêmement, extrêmement addictif. Plus vous allez découvrir cette bouteille dans son évolution, plus vous allez pouvoir la voir évoluer, entre guillemets, sur cette dimension gourmande et suave. Et alors en plus, c'est pire, là, parce que là, je l'ai servi un petit peu plus frais que les rouges, que le Solène de tout à l'heure. La bouteille était dans l'Eurocave. Moi, je mets toujours les rouges un peu comme ça, un peu funky, dans l'Eurocave des blancs. Donc, elle était à 11. Et là, elle est à 14, 13, 14. Et là, je peux vous assurer que c'est le strike. C'est-à-dire que la boule, elle part et voilà, c'est ça qui est intéressant dans cette cuvée Esprit Nature du Clos du Caillou, c'est qu'elle est extrêmement sapide et digeste à la fois, tout en portant évidemment les codes aromatiques de ces grenaches totalement débridés ici par une absence quasi totale de soufre.
Et alors, on le dira jamais assez, mais ça c'est précis. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat, on sait où on est. C'est pas un truc qui sent la ferme ou le machin qui est plein de brettes ou plein de choses. C'est précis. Voilà, la précision dans les vins nature, c'est ce qu'il faut absolument aller chercher. Et c'est pas quelque chose qu'on trouve toujours. Bref, je termine tranquillement avec ces deux vins pour vous donner un petit peu envie, peut-être encore un peu envie et soif surtout. L'idée c'est que vous ayez évidemment en tête de ce que vous pouvez faire avec ces deux univers sensoriels. Alors là, vous avez affaire, vous l'avez compris, à un blanc du Douro qui joue plutôt la carte bourguignonne sur des équilibres 12,5 d'alcool avec des schistes derrière. Et là, vous avez les possibilités sont nombreuses. Il faudra aller chercher un petit peu d'empyromatique, il faudra aller chercher un petit peu d'iode, il faudra chercher un petit peu de poisson, il faudra aller chercher... Vous pouvez faire plein de mariages avec ça. Mais ça prend la place d'un joli chardonnay bourguignon sans problème, d'un point de vue aromatique et tactile. Et donc, que vous ayez choisi, je sais pas moi, un univers autour du feuilletage, un univers autour de la noisette, la châtaigne. Enfin, la châtaigne c'est un peu tôt, on va attendre novembre, mais la noisette du Piémont, un tartare de veau, huile d'olive, bon parmesan... vous me voyez venir, quoi, hein, quelques noisettes du Piémont, tout simplement, c'est superbe. Ça, c'est le genre de blanc un petit peu en fait, qui volera la vedette pendant la période estivale à certains repères que vous avez peut-être sur des sensations bourguignonnes ou même plus au nord, un peu ligériennes. Ensuite, ce qu'il faudra aussi penser, c'est à la dimension très appétante, apéritive, tout ce qui sera un petit peu lactique, tout ce qui aura des petits fromages, des petites choses comme ça fonctionnera très bien. Faites-vous pas des nœuds dans la tête pour mettre en avant ce genre de vin. Ça fait partie des choses un peu couteau suisse que vous adorerez. Donc tout le prisme feuilletage, finement lactique, beurré, légèrement crémé, etc. Tout ce qui ira des sensations un peu noisotées, châtaigne, torréfiée, le pignon. Et voilà, il y a plein de choses à faire autour de ça. Et vous ferez des très bons mariages, très simples, avec des choses très simples également. Il ne faut pas vous prendre le chou plus que ça. Ça fait partie de ces belles cuvées que vous pouvez apprécier pour prendre la place d'autres choses dans cette salle. Et puis en ce qui concerne ça, alors là, moi enfin, je pense que ça c'est de très jolis vins de copains à boire pour ce qu'il est. Et ça fait partie aussi des choses du vin, mais vous pourrez faire des beaux mariages. Alors moi j'aime bien des mariages qui sont un peu simples, mais vous pourrez faire des mariages un peu complexes. On va commencer par le mariage un peu simple. Tout ce qui aura un trait de tomate séchée, tout ce qui aura un trait de confit, d'une réduction un peu douce, une viande qui est un peu cuit pendant 1 heure ou 2 heures, tout ce qui est un peu confit, ça fonctionnera très bien. Je pense à de l'agneau, je pense à du bœuf, je pense à un ragoût, je pense à des petites choses comme ça, à des connotations un peu méditerranéennes, à un petit toast de tapenade ou des choses comme ça. Ça pourrait être très intéressant à dérouler. Ensuite, bien sûr, vous pourrez faire des mariages un petit peu plus audacieux. Moi, je pense aux figues. Si vous buvez cette bouteille à la fin de l'été, je pense que la figue un peu rôtie, ça pourrait être merveilleux. La figue, vous savez, des belles figues qui sont rôties avec un peu de romarin, du beurre, le tout rôti au four. Vous déglacez vous mettez à mi-cuisson un petit peu de Porto, vous faites réduire, vous mettez un peu de vinaigre balsamique, ça va faire quelque chose d'un petit peu suave comme ça. Et vous servez ça tranquillement, voilà, peut-être avec un bon gorgonzola, peu importe, quelque chose. Et vous servez ça avec ça à 13,5, 14 degrés. Strike. Apéro garanti. Et en fait, on terminera avec évidemment cette bouteille qui sera peut-être tout simplement un vin de conversation. Parce qu'en fait, là, c'est pas du tout le genre de vin qui saturera vos papilles, il n'y a pas de tanin. Donc de cette manière, c'est ça qui est agréable, c'est que vous pourrez évidemment en profiter pour ce que le vin vous donne, comme d'un point de vue, juste simplement en plaisir pour ce qu'il est. Voilà, vous avez donc 2 bouteilles dans ce coffret découverte. Je termine avec ça, qui sont donc vous l'avez compris, 2 esprits totalement différents du coffret En route vers les étoiles, puisque c'est quelque chose qui là vous amène plus vers la curiosité, et c'est un petit peu la promesse de ces coffrets. J'espère que vous avez en tout cas apprécié la présentation. On va continuer tranquillement avec les 2 autres coffrets qui s'appellent Absolument Rouge 2 bouteilles, Absolument Rouge 3 bouteilles. C'est les clients de Chef d'œuvre qui nous ont demandé tous ces flacons, et donc vous allez pouvoir un petit peu vous en régaler. Le premier qu'on va vous présenter, c'est un coup de cœur magnifique. Je ne vais pas ouvrir toutes les bouteilles pour vous les représenter. Petit clin d'œil à la Loire, surtout à Thierry Germain. Terre chaude 2020, magnifique Semeur Champigny. Donc ça fait partie un petit peu des icônes de Loire. Ce que j'aime dans l'idée des terres chaudes et sur 2020, c'est qu'on est mûr, précis et digeste à la fois. Ce qui nous
nous conforte que dans l'idée qu'on arrive à faire dans la vallée de la Loire, dans son évolution de la Loire, des cabernets qui sont à la fois percutants, profonds et frais. Et je pense que les meilleures années de la Loire sont devant nous. Elles ont déjà été, par les messages de 2019, par les messages de 2018 également, extrêmement enthousiasmantes. Mais sur les cabernets francs, je pense qu'on n'a jamais été aussi bon et mûr et frais qu'aujourd'hui. Et donc la bouteille que vous avez dégustée, bon, pour ceux qui ne savent pas, une des parties des terres chaudes, c'est les poyeux. Donc les poyeux de terroir que vous connaissez bien sûr parce que vous avez tous rêvé des bouteilles du Clos Rougeard. Peut-être que vous ne vous êtes pas pensé sur la dimension géologique des poyeux, mais c'est des terroirs un petit peu plus sablonneux et dans lesquels les tanins naissent avec beaucoup plus de douceur que sur les terroirs de calcaire où on a un peu plus de puissance et de structure parfois. Et donc dans la promesse de ces vins de Thierry Germain, vous retrouverez évidemment toute la fraîcheur mentholée, la dimension végétale fraîche, le cassis, la feuille de cassis, le poudré, la fraîcheur entre guillemets ligérienne au service de quelque chose d'extrêmement intéressant et dans lequel rayonne évidemment aujourd'hui l'idée d'un vin en demi-puissance avec un potentiel de garde remarquable et à la fois une forme de spontanéité désarmante. Et je pense que sans végétal, vous avez ici une des plus belles équations ligériennes de Saumur sur l'équation prix plaisir dont on parle, puisque la bouteille des terres chaudes, c'est une cuvée qui vaut à peu près 25 € pour un domaine extrêmement coté, en biodynamie 3 étoiles RVF, bref, un domaine un peu haut de gamme de l'offre ligérienne. Bref, 25 € dans la Loire, aujourd'hui c'est quand même une catégorie de vins qui ne sont pas juste les petits vins frais, sympathiques, démocratiques et populaires que vous avez tous connus dans les mauvaises brasseries ou dans les choses comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive maintenant à renouer la profondeur des messages, y compris sur les cuvées un peu moins structurelles dans la Loire, et ce grâce bien sûr au réchauffement climatique qui va pas que apporter des agréments sur cette région, on va approfondir je pense les messages, et vous en avez ici des témoignages assez criants chez les très bons domaines en tout cas. J'amènerai cette présentation de ces terres chaudes en vous disant que c'est pas que là, c'est pas que parce qu'on s'appelle Thierry Germain qu'on fait de la biodynamie et autres, c'est parce que la majorité de la région est tirée vers le haut maintenant. Et donc on est dans l'ère où on sort vraiment de ce prisme des vins simples, trop simples, voire des fois même un peu minces, qui sont nés. Et la Loire est vraiment devant sa plus grande période de proposition, et elle doit prendre ce relais-là. Je regrette simplement l'idée que le vin soit vendu ici un poil trop tôt. J'aurais préféré que ces grands vins de Thierry Germain soient vendus à 2 ou 3 ans encore après, parce que quand on déguste aujourd'hui des 2016, des 2015, des 2012 et les grandes cuvées, voilà, et on se dit voilà, c'est là que la vérité est, et ça nous ramène bien sûr à ces messages tout à l'heure de la présentation de cette première vidéo, des premières vidéos notamment sur le muscadet et bien sûr sur ce grand vin du domaine des Aurelles. Ensuite on va terminer avec, alors j'ai un autre coup de cœur que je voulais absolument présenter dans ces coffrets, c'est 2019, d'abord la base 2019, ce millésime absolument gigantesque dans tout l'hexagone, dans lequel on se rappellera évidemment de la composition pendant des décennies. À Cahors, il y a quand même un truc sur 2019 qui est absolument merveilleux, et quand j'ai rencontré Mathieu Cos à domaine Cos Maisonneuve, tout le monde connaît évidemment, j'ai flashé total sur la cuvée Lafage. Alors je vous parle même pas de Marguerite et toutes ces grandes cuvées qui sont aujourd'hui absolument planantes, mais Lafage 2019, objectivement, si vous êtes un wine lover, un amateur de vin, que vous êtes très ouvert, que vous connaissez un peu le Malbec, sa structure, la promesse de ce que c'est juste magnifique. Et là, on reparle tout simplement de vous faire boire un Cahors au mois de juillet. Je vous laisse un petit peu réfléchir à la chose, mais quand ça m'arrive de faire des choix comme ça, c'est que le coup de cœur dépasse la dimension de saisonnalité. Je pense qu'il ne faut pas rater ces genres de vins, ce genre de millésime-là sur Cahors. On s'en rappellera pendant 20 ou 30 ans. C'est un peu comme 90, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il faut que vous cochiez ces cases. Il faut absolument boire les 2019 à maturité dans quelques années sur Cahors. Et Dieu sait si le Malbec, par sa fraîcheur, par sa dimension, par son fruit noir sombre et à la fois frais à la fois, et surtout par la discipline des tanins de 2019, parce que c'est ça qu'il faut souligner. En 2019, on a fait des vins avec une discipline de tanins qui sont absolument remarquables et très homogènes dans le vignoble. Et donc, fini la dureté des Malbecs que vous connaissez peut-être. Ça, c'est vraiment la classe incarnée. Et tout ça pour une vingtaine d'euros. Donc c'est ça qu'il faut aussi regarder. Là, je suis pas en train de vous parler de bouteilles à 500 € dans lesquelles on est en train de dire oh là là, mon Dieu, machin. Non, on parle d'une bouteille extrêmement abordable. Et vous devez avoir ça en tête. Le prix, plaisir,
particulièrement dans la période d'inflation qu'on connaît aujourd'hui, c'est la clé de ceux qui veulent boire bon et intelligent. Sinon, après, on peut s'offrir tout. Chacun mettra évidemment le curseur du plaisir où il veut par rapport à 20 €. Mais moi, je trouve que sur ce Cahors 2019 de Mathieu Cos, c'est absolument merveilleux. Et d'ailleurs, au point d'ailleurs que j'en ai acheté plein pour ma cave perso, parce que je trouve ça vraiment très bon. Ensuite, et on va terminer avec l'Absolument Rouge, 3 bouteilles. Alors, j'ai pas de nouvelles choses à vous proposer que celles qui ont été choisies, puisqu'on retrouve dans ce coffret les oreilles ici. Donc ça, vous avez compris tout à l'heure, énorme coup de cœur, posé par le temps, d'une lecture un peu plus soft, un peu plus souple, des vins de Basile Saint-Germain que j'ai adoré tout simplement sur 2015. On retrouve également dans ce coffret le Cahors que je viens de présenter avec l'alarme à l'œil limite et le cœur qui chauffe. Mais je voulais après vous présenter un troisième plaisir. Et là, j'aimerais faire un petit clin d'œil à mon pote Guilherme de Serval qui m'a fait goûter ça. Oh, dis donc, c'était au mois de juin là. Il est passé nous voir ici et il nous présentait ce domaine au Baigneux ici, un gros lot de Loire. Alors là, attention, danger. C'est-à-dire que là, c'est danger XXL. Quand on tombe là-dedans, c'est une bouteille par personne. Et donc, je vais vous l'ouvrir, je vais vous la commenter. Tout le monde connaît Nicolas Grosbois, tout le monde connaît évidemment ce domaine de Chinon qu'on a déjà présenté dans Chef d'œuvre et qu'on était évidemment heureux de souligner comme étant évidemment un des très bons acteurs de Chinon. Eh bien, il s'occupe également d'une autre propriété qu'il accompagne en vinification et dont il traite évidemment ses grelots. Alors le grelot, vous allez voir, je vais vous le décrire. Le grelot, ça se vit, ça se décrit pas. Le grelot, c'est ça. Le grelot, c'est un jus à peine appuyé là, comme ça. Ça peut rappeler également d'autres cépages comme le Pinot de Nice, qui est en sérobe un peu comme ça. Mais là, regardez, vous avez l'équation entre un joli millésime 2020, très beau, très précis pour les rouges évidemment, et vraiment le jeu de l'infusion. Donc ça, c'est de l'infusion de raisin rouge, on va dire, sur un cépage qui, au nez, est un bouquet de noyaux, de cerises et de fleurs, et ça sent diaboliquement bon. C'est un truc, en fait, il faut... là, c'est no-brainer absolu. On sent ça, on se dit, oh là là, je vais passer un bon moment. Je vais boire, en fait, vous savez déjà que vous allez boire le truc avant même que vous ayez pris en bouche, parce que ça a un côté souriant, joyeux, frais, parfumé, sincère. Je vous parle pas d'un petit rouge juste démocratique, sympathique, je vous parle d'un truc qui est intense, savoureux et précis. Et vous allez voir. C'est une fraîcheur de Pinot plus. Je dirais que c'est une fraîcheur de Pinot, vous savez, de Coteau Champenois. C'est-à-dire que c'est hyper rythmé. Donc là, attention, la bouteille, elle fait pas longtemps. Hein. C'est comme ça tire beaucoup la salive et que les tanins sont très doux. En fait, il n'y a pas du tout de place à l'intellectualisation du message. C'est oh, j'aime ça, c'est hyper salivant, c'est même surexcitant. Donc je vais presque terminer à la fin de ce coffret, plus excité encore que sur les vins qu'on a présentés avant, parce que au fur et à mesure qu'on déguste ce genre de vin, ça apporte un souffle comme ça très excitant. En tout cas, aromatiquement, c'est la cerise amarenne, c'est le noyau, la pivoine, ce petit côté un peu aussi poivré qu'on peut retrouver des fois dans certains gros lots. Ça a ce petit tanin un petit peu joueur qui surfe sur l'acidité, mais qui en fait de mal à personne. C'est-à-dire, bon, il est là, il surfe un peu sur le bout de la langue, mais à aucun moment il coupe les messages. Donc à aucun moment ces tanins ne viennent brider la persistance aromatique des messages. Ce qui fait que derrière vous continuez de saliver, derrière vous êtes extrêmement excitant, et derrière vous terminez la bouteille en disant mais merde, c'est un truc quand même assez dingue. Et donc cette bouteille, elle est pas juste faite pour souligner la dimension d'un terroir particulier ou d'un... Bon, on pourrait parler évidemment de ce qu'il y a derrière, mais là, en fait, moi, ça c'est un smoothie pour adultes. C'est un smoothie pour adultes XXL. Et quand vient bien sûr la saisonnalité, autant le Cahors de la Fage de chez Mathieu Cos, c'est pas forcément un vin de saisonnalité que je vous ai présenté juste avant, mais ça, les amis, là, mais c'est dans la piscine qu'il faut boire ça. Hein, c'est dans la piscine avec le caractère évidemment bienveillant d'un sommelier qui vous parle en vous disant c'est dans la piscine d'adultes, pour les adultes, mais qui savent également boire des choses très bonnes, très abordables, à prix doux. Et donc merci pour le coup de cœur. Alors je fais un petit clin d'œil à mon copain Guilherme. Quand il m'a fait goûter ça, franchement, j'ai plané. Je me suis dit mais ça, si c'est pas le grand vin de l'été, alors ça sera rien d'autre.
Bref, voilà, donc voilà pour la présentation de ce coffret En route vers les étoiles. 3 bouteilles rouges, donc on est vraiment sur 3 bouteilles, 3 instants de consommation, vous l'avez compris, avec différents plaisirs. Je terminerai simplement ce live Instagram avec évidemment la présentation de nos coffrets qui sont les terroirs de légende. Et là, donc on rentre dans notre catégorie. On oublie évidemment cette dimension de la spontanéité, du plaisir immédiat et de ça. Et je vais vous dire un petit peu ce qu'on a mis dedans. Alors ça va vous faire un petit peu rêver. Il y a différentes choses. Certains d'entre vous vont recevoir... bon, c'est un duo. On va dire que c'est entre la vallée du Rhône et d'autres pays, parce que pour chaque coffret terroir de légende, en fonction du moment où vous avez rejoint un petit peu le club, vous recevez des choses différentes. Premier terroir de légende ce mois-ci, domaine de Marcoux, Châteauneuf-du-Pape, 2015. Des vins qui ont été conservés au domaine et qui sont arrivés ici au début de l'expression de leur phase de maturité. Donc je suis content de vous présenter ça. J'avais adoré Marcoux 2014, un des meilleurs Châteauneuf-du-Pape sur 14 à mon avis. Et cette propriété évidemment des filières Meunier qui font une des merveilles bien sûr dans cette appellation. Là c'est 2015 avec le côté un peu assagi de ce millésime qui commence à se poser un peu. Il a mis du temps, mais Dieu sait s'il était aussi bien né. Et donc là on commence à entrevoir un petit peu la complexité de ça. Donc derrière, des personnes d'entre vous vont recevoir certains Bourgogne rouges. Alors un premier coup de cœur et je devrais évidemment mettre l'accent sur ça. Ah, je vois que Guilherme nous a rejoint. Guilherme, on parlait de toi il y a quelques instants, hein, donc bienvenue. En tout cas, ce qui est intéressant dans cette dans le vin le vin que je vais vous présenter tout de suite, c'est la trajectoire et le bonhomme. Thibaut Clerget à Volnay, ça les amis, il y a 4 hectares. Les 2019 et 2020 qu'on a dégusté au domaine, ça fait partie des domaines qui m'ont le plus impressionné en Côte de Beaune cette année. Et je pense que ça fait partie des personnes qui vont écrire une des belles histoires de Bourgogne. Des belles histoires de Bourgogne pour les années à venir. Moi, le Centenot 2019 de Thibaut Clerget, c'est une des plus belles bouteilles que j'ai goûtées, je pense, sur l'appellation. Et ça fait partie des coups de cœur vraiment récents. Je crois qu'il se passe vraiment un truc très beau. Et donc là, les personnes qui qui reçoivent ont reçu un Rugiens 2018 pour dire à quel point l'équation prix terroir plaisir va être très intéressante sur ce coffret. D'autres vont recevoir également un autre domaine que j'adore qui est également à Beaune, et je saluerai également Nicolas Rossignol au passage. L'idée c'est de vous faire déguster un pommard premier cru des Champlain, dans lequel 2017 est l'expression, on va dire, d'un soyeux, d'un posé. Moi j'aime 17 maintenant parce que je trouve que c'est le millésime prêt à boire. Quand on monte dans la hiérarchie des crus, c'est pas celui qui impressionne le plus, mais celui qui est là au bon moment. Et je pense qu'être là au bon moment sur les premiers crus de Bourgogne, c'est très important. Et donc dans cette bouteille, il y a beaucoup de choses, donc je vous laisserai découvrir un petit peu ça. Et puis ceux qui vont un petit peu plus voyager par rapport au moment où vous êtes inscrits, là on va vous emmener dans le Swartland et vous faire déguster évidemment les vins de Chris Molineux. Moi je voulais vous faire déguster cette cuvée qui s'appelle Schiste de Syrah, puisque cette bouteille que vous allez pouvoir découvrir dans votre coffret Terroir de légende, c'est l'incarnation de la Syrah vendange entière sur terroir de schiste en Afrique du Sud. Et quand on pense à l'équation, on pense bien sûr aux côtes rôties, à la grappe entière et aux grandes Syrahs de Côte-Brune, et à la manière dont certaines ont évolué. Et bien Chris Molineux, qui est un grand fan, et on va paix à son âme, on va penser à lui, à Alain Graillot, d'Alain Graillot et de chez Jamais, évidemment, emprunte un petit peu ses codes sensoriels, aromatiques, et un peu fumé, un peu, voilà. Donc ça fait partie de ces grandes bouteilles qu'il faut absolument déguster quand on parle des grands vins d'Afrique du Sud. Tout le monde connaît bien sûr Eben Sadi et toute son œuvre, mais derrière il y a aussi une relève et des gens qui s'installent. Parmi eux, Chris Molineux joue dans cette catégorie et il faut absolument que les amateurs de Grande Syrah connaissent ça. Bref, voilà, je termine la parenthèse. Je ferme cette parenthèse des terroirs de légende en vous disant que voilà, ça fait un petit peu plus d'une heure qu'on est ensemble. J'ai un petit peu étalé ce live, mais ça valait peut-être le coup. Alors, je vais essayer de répondre aux questions parce que je sais qu'il y en avait. Alors, Yann, le Marcoux, c'est le Châteauneuf Marcoux classique. Le Vieille Vigne était pas disponible sur le millésime 2015. C'est très intéressant comme cuvée, mais ça prend plus de temps à s'ouvrir. Ensuite, je vais répondre un petit peu aux questions qui avaient été posées un petit peu avant. Donc, on parlait de grappe entière de mémoire sur les commentaires. Si bien sûr vous avez des questions sur les vins que j'ai présentés, je suis à votre disposition. Enfin, j'essaierai d'y répondre dans la mesure où, évidemment, je peux le faire. Alors, qu'est-ce qu'on m'a posé comme question? Il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de rires aussi, c'est très bien. J'espère que j'ai bien fait rigoler tout le monde. On m'a posé la question tout à l'heure, oui, alors la grappe entière, c'est évidemment vinifié avec les rafles. Le vinifié avec les rafles, ça permet de
les intérêts de la vinification avec les rafles dans la majorité des secteurs aujourd'hui dans lesquels les vinificateurs en font, ça déstructure un petit peu la structure alcool, ça enlève un peu la partie glycérol, donc ça c'est intéressant parce que la rafle, c'est la méthode un peu de vinification à l'ancienne. Avant on n'avait pas des rafloirs, quand on a inventé les rafloirs, on a boosté le fruit, on a boosté la lecture, on va dire, juteuse des cépages, quels qu'ils soient, mais par contre on a quand même enlevé une partie un petit peu plus florale et mentholée des fois, et on aime bien retrouver un petit peu ces codes-là. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en vinification, ça déstructure un petit peu les vins, et ça enlève une petite partie également de l'alcool. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, je suis là pour y répondre, parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires, parce que 500 commentaires, donc il va falloir essayer de trier. Mais si vous avez des petites questions, c'est maintenant. Et bien sinon, il sera temps pour moi de vous laisser évidemment prendre l'apéritif, surtout de profiter un petit peu de cette soirée. On est en été, voilà, vous êtes en vacances peut-être, ou bientôt, je l'espère, je vous le souhaite. On se retrouvera nous en tout cas, toutes et tous, au mois d'août, pour présenter bien sûr les coffrets de chefs-d'œuvre. Je vous rappelle les 3 informations importantes de cette soirée. Donc la présentation des coffrets, je vous laisserai regarder. Le chef-d'œuvre Lab, 29-30 août. On espère vous voir nombreux. C'est vraiment quelque chose de très convivial. 30 vins à déguster, 20 €. Ça se passe ici chez chef-d'œuvre. C'est quelque chose de très sympathique. Alors Yann, il faut ouvrir Solène. Bah là, je l'ai ouvert. Je termine simplement. Là, vous m'avez posé la question en même temps que je commande. Solène 2015. Moi, je l'ai ouvert tout de suite. C'est bon tout de suite. Maintenant, je pense pas qu'il faille. C'est pas très réduit comme vin. C'est pas un vin qui a besoin de 3 heures de carafe non plus aujourd'hui. Donc vous pouvez l'ouvrir un peu avant, le carafer, le d'une des ailes, et ça sera certainement quelque chose de chouette. Bref, je reprends ma conversation. Donc rappelez-vous de ce chef-d'œuvre Lab, 29-30 août. Venez nombreux. On espère vous voir le plus nombreux possible pour découvrir des nouveaux vins, 30 vins à déguster, comprendre un petit peu votre ADN logique, découvrir les coups de cœur et aller beaucoup plus loin encore peut-être dans l'esprit du partage. On espère vous retrouver donc pour ce Back to School avec l'équipe de chef-d'œuvre et on espère que vous serez nombreux. Notez également la date du 12 septembre pour les soirées chef-d'œuvre membres et puis bien sûr 2 masterclass qui auront lieu également en septembre à suivre. Rappelez-vous que ce sont les 10 ans de chef-d'œuvre et rien que pour ça, merci du fond du cœur, merci à vous et merci à toutes les personnes qui nous ont suivis pendant ce live mais aussi à tout le club de chef-d'œuvre, à tous les viticulteurs, à tous les domaines qui nous ont permis de réaliser ce rêve autour de ce projet entrepreneurial qui fête aujourd'hui ses 10 ans. Et puis je terminerai tout simplement en vous souhaitant, parce que c'est le plus important, un merveilleux été. Profitez bien de ces moments de famille, de partage. Buvez bon, buvez pas trop les grandes bouteilles de vos grands crus parce que c'est vraiment pas l'été qu'il faut faire ça. Moi, je pense qu'il faut garder ça dans des températures un peu plus soft et autres. Et je vous donne ce conseil, ce sera mon dernier conseil. Buvez les grands vins si vous avez les beaux verres, la bonne température, les bons amis. Et surtout, ça c'est peut-être aussi un peu le plus important, les bons plats. Je rejoins Catherine qui me dit « Merci Menu, on t'attend pour l'apéro ». Donc, il est clair qu'il est le devoir m'appelle. Sur ces mots, je vous souhaite à toutes et à tous une belle fin de soirée. À bientôt autour d'un verre, hein, puisque c'est ça qui compte. À bientôt. Ciao.